Eric, ravi de te recevoir sur le podcast. Enchanté aussi, Joseph. Ravi d'être là avec toi. Ben ouais. On va passer un petit moment ensemble, c'est ça? Ouais, c'est ça, une petite heure a priori. Ok. Et du coup, ça va être assez cool parce que j'ai plein de sujets que je voulais aborder avec toi. Ah, Évidemment, on va parler de e-commerce, Ok. mais ce que j'aimerais bien du coup avec toi, c'est qu'on prenne un peu de hauteur sur les enjeux en fait des e-commerçants d'aujourd'hui. d'accord. On va balayer pas mal de choses, l'omnicanalité, l'internationalisation, les coups d'ac, etc. Et puis, donc, si ça te va, l'idée, ce serait donc, que tu nous expliques un petit peu sur ces enjeux-là déjà des conseils pour les marchands qui nous écoutent. Et ensuite, comment PrestaShop aide du coup les marchands à répondre à ces enjeux. Ça te va? Ça me va. Écoute, parfait. Donc, j'ai préparé une petite intro et puis je te laisserai compléter. Ok. Donc, pour te présenter rapidement, donc, tu es directeur général de PrestaShop. Donc, c'est une des solutions qui est quand même les plus utilisées en Europe. Je crois qu'il y a 250 000 marchands dessus. Dans le monde. Dans le monde, c'est ça. Ouais. Donc, pas mal sur l'Europe et puis aussi Amérique du Sud, de ce que j'ai pu comprendre. Oui, on est leader sur l'Europe plutôt latine d'ailleurs. Tu vois, nous, on a 25% des stores qui sont en France. Ok. Tu vas en retrouver 20% en plus en Espagne et Italie. Ok. 20% en Espagne, 18% en Italie. Et le reste, effectivement, Amérique du Sud et un peu Asie. Et puis Europe de l'Est, Pologne, on y vient. Ouais. Et vers la Lituanie aussi, grâce à des partenaires, on est pas mal aussi. Intéressant sur. Ouais, en fait, je crois que c'est le modèle open source en fait qui Ouais. fait que ça a favorisé l'adoption. Ouais. Justement, on va pouvoir pas mal parler de cette partie open source. Voilà, peut-être avant de se lancer, est-ce que tu veux compléter ma présentation, peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours en 2 mots? Ah, si tu veux, je peux t'expliquer mon parcours. Moi, je suis plutôt de formation ingénieur, informatique et plutôt maths appliquées, on va dire. J'ai fait une première partie dans l'industrie, mais ça fait 30 ans que je suis dans les nouvelles technologies. Et 15 ans, un fort focus sur le e-commerce. J'ai dirigé 2 agences qui ont intégré différentes solutions e-commerce. Ma compagne a créé un site e-commerce sur PrestaShop. J'ai monté une start-up dans la data et l'IA sur la performance des sites e-commerce, comment on pilote la performance et comment on améliore la performance, pas sur les volets techniques, mais plutôt sur les volets de conversion et d'engagement. On a du trafic payant, on en parlera tout à l'heure, mais comment on fait mieux, et qui était partenaire de différentes solutions, dont PrestaShop. Et en 2020, je rejoins PrestaShop à la tech, CTO, et ça fait 2 ans et demi que je suis le directeur général. Voilà. Ok, super. Hyper impressionnant comme parcours. Et écoute, pour se lancer dans le vif du sujet, t'en parlais à l'instant, le modèle open source, peut-être pour ceux qui sont pas encore tout à fait familiers avec ça, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer en 2 mots par rapport à des modèles plus standardisés, dans les grandes lignes, quelles sont les différences? Alors, le modèle open source, d'abord c'est un modèle de distribution, donc qui permet une adoption large, comme on le voit avec PrestaShop, mais c'est surtout, ça te permet de personnaliser et d'avoir la main sur ton logiciel. Donc notre modèle à nous, il est effectivement sur l'ownership des marchands sur leur solution. Et elle permet effectivement d'adapter au contexte, que l'on soit en France, que l'on soit au Vietnam, que l'on soit en Italie ou en Allemagne. On n'a pas les mêmes codes e-commerce. Je crois qu'on parlera d'internationalisation tout à l'heure. Et donc la force de PrestaShop sur ce modèle open source, c'est de permettre la personnalisation et de permettre aux personnes, aux agences, aux experts qui s'emparent de la solution, de développer les fonctionnalités typiquement locales. Et c'est ce qui a fait la force dans l'adoption de PrestaShop, c'est que quand tu déploies la solution sur une certaine territorialité ou dans un contexte, une verticale métier, avec des codes précis, tu vas avoir la solution de paiement adaptée. Les solutions de paiement ne sont pas les mêmes en Afrique et en Europe. Et encore, quand tu zoomes en Europe, ce n'est pas les mêmes. À chaque fois que tu as un contexte. Donc, voilà la spécificité de l'open source, c'est la personnalisation et sa capacité d'adaptation. On va parler d'agilité logicielle. Finalement. Voilà. Ok, super clair. Écoute, un des premiers sujets que je voulais évoquer avec toi, c'est cette dimension omnicanal dont on entend quand même de plus en plus parler. J'en parlais sur mon précédent podcast avec Maxime de Share Client, mais un chiffre qui est assez intéressant.
c'est quand même de savoir que les baux commerciaux, le prix a évolué de 11% sur les 5 dernières années, je crois, tandis qu'en parallèle, les coûts d'acquisition ont augmenté de 70% sur les 5 dernières années. Ouais. Donc en fait, ce modèle omnicanal, retail, il fait un petit peu son retour en force pour pouvoir diversifier les canaux d'acquisition, améliorer la rétention, etc. Et vous avez aussi fait une étude avec Payplug, je crois, qui montre que 40% des consommateurs de la Gen Z déclarent acheter autant en ligne qu'en magasin. Donc c'est 6 points de plus que le reste de la population. On pourrait se dire la Gen Z, en fait, ils achètent tout en ligne, mais en fait pas du tout. Et du coup, j'étais assez curieux d'avoir ton avis là-dessus. Peut-être, pour commencer, à ton avis, les marchands aujourd'hui, ils en sont où sur cette omnicanalité ? Alors déjà, quand tu parles des marchands, on va distinguer différents niveaux de maturité des marchands. Si tu veux. Donc, t'as forcément des marchands qui ont un niveau très avancé, c'est des grands acteurs. On va parler de Fnac, par exemple, etc. Eux, ils ont une intégration fluide. On voit bien que tous les processus, ils ont été optimisés pour garantir cette fluidité, que ce soit en click and collect, tu vois, les réservations en magasin, etc. Tu vas avoir un usage approfondi des données clients en plus, tu vois. Donc, tu as vraiment une réconciliation forte sur la donnée client, sur les processus. Et après, tu vas avoir une deuxième catégorie avec un niveau intermédiaire, type Camaïeu, où tu as des premières expérimentations opérationnelles, une intégration avec le RP et une priorisation de certaines fonctionnalités sur notamment... une première chose sur la logistique centralisée. Et puis après, t'en as qui débutent. Et là, on voit bien qu'il y a une difficulté à assurer la cohérence entre ton expérience en ligne et puis ton expérience en magasin. Quoi. Donc ça, déjà, quand on parle des marchands, on a distingué différentes catégories. Nous, dans les si tu veux, dans les bonnes recettes pour réussir l'omnicanalité, il y a le sujet du stock. Déjà, la centralisation du stock. Donc, j'en parlais. Les données clients aussi. Avoir une vue consolidée des données clients. Parce que finalement, les consommateurs, la Gen Z, elle veut une expérience fluide et puis qu'on la reconnaisse, quoi. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, il y a des pratiques de click and collect. Il y a des pratiques qu'il faut intégrer. Et bien sûr, le choix des outils, c'est là où, par exemple, nous, PrestaShop, on peut se positionner sur le sujet. Si tu veux que je fasse un petit zoom... justement, c'était ma question de savoir comment vous, PrestaShop, vous aidez les marchands à se développer sur l'omnicanalité. Ouais, on a sorti, je pense que tu le sais, un PrestaShop Point of Sale. Donc c'est déjà live. C'est déjà live chez nous. En fait, on a... PrestaShop s'adapte bien aux PME et celles qui veulent se digitaliser, on leur donne les outils pour se digitaliser avec PrestaShop et avoir une expérience, si tu veux, complètement intégrée. On va avoir la synchronisation instantanée des stocks grâce à la solution. On va avoir une seule interface d'administration, notamment. Je regarde de temps en temps mes notes, mais une amélioration de l'expérience. Donc, on a vraiment... puis, bien sûr, la partie logiciel de caisse qui va avec. Donc, on a un dispositif qui conserve en fait les fondamentaux et la force de PrestaShop sur son agilité, la capacité à personnaliser, mais qui intègre l'omnicanalité dans ses enjeux, c'est-à-dire l'expérience fluide, la centralisation du stock, l'expérience client, qui sont pour moi les points essentiels de l'omnicanalité. Et donc tu as cette partie hardware maintenant aussi, j'imagine. Donc ça devait être un gros défi aussi. Alors c'est le partenaire, on a fait un partenariat stratégique, donc voilà, qui intègre la partie hardware et ce qui permet effectivement d'avoir ce zéro couture, si tu veux, qu'on propose à des marchands qui vont avoir 2-3 magasins et une réalité en ligne. Tu vois ? Bien sûr. Donc voilà. Et donc, tu as parlé un petit peu des dimensions qui étaient importantes sur cette partie omnicanalité et comment Presta permettait d'y répondre. Est-ce que, toi, à l'inverse, tu distingues des pièges un petit peu dans lesquels tu peux voir parfois certains marchands tomber ? Alors, le piège, on l'a un peu abordé, c'est
sur ces marchands-là, je parle pas des grands. Oui, bien sûr, ils sont déjà très matures sur le sujet. Et puis, ils vont avoir des stocks dédiés, etc. Mais Ouais, le ouais. piège, justement, c'est le stock. Ok. Tu vois, une gestion séparée qui peut amener de la dissonance. Donc ça, c'est important. Ouais. Tu achètes en ligne et tu viens le récupérer, il faut pas qu'il soit parti dans le magasin, quoi. Tu vois, enfin, c'est aussi bête que ça, hein, finalement, tu vois. La complexité technique. Donc c'est là où des solutions intégrées telles que la nôtre permet de faciliter cette adoption-là. Je pense que on oublie souvent la dimension humaine. Hein. Il faut former les personnes aussi. Ouais, c'est clair. Tu vois, tout simplement. Donc, sous-estimer la formation et les processus qui vont derrière, c'est un piège. Donc, effectivement, et c'est ça qui va faire que tu n'auras pas l'expérience fluide que le consommateur, la Gen Z, ne veut pas savoir que tu sois petit ou grand. Elle a des codes qui sont là. Ouais. Donc, et l'exigence qui va avec. Donc, voilà, c'est la formation, la cohérence des canaux, hein, bien sûr, hein, les prix harmonisés. Et puis, mais bien sûr, il y a la satisfaction du consommateur et bien gérer les retours clients. Ouais. Donc, c'est pas, c'est pas. Tu vois, on active une fonctionnalité, on est plutôt dans attention, la gestion des stocks, attention, l'expérience client, les retours clients, et il faut que ton personnel soit formé. RH, ouais. Voilà. C'est intéressant. Deuxième sujet, l'international. Donc aujourd'hui, c'est vrai que y a de plus en plus quand même de marchands qui se lancent à l'international. Les solutions techniques comme Presta permettent quand même assez rapidement d'évoluer sur des nouveaux marchés. Je voulais introduire le sujet toujours en basant un petit peu sur votre étude avec Payplug. Donc, beaucoup d'études. Oui, c'est dingue. Il y en a qui bossent, finalement. Bien. Donc, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait 35% des consommateurs qui, quand on leur pose la question sur la fréquence à laquelle ils achètent sur les sites étrangers, donc il y a quand même 11% qui disent qu'ils achètent toujours sur des sites étrangers parce que leurs enseignes préférées ne sont pas dispo en France. Donc finalement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la frontière entre les marchés, elle est complètement, elle est de plus en plus fine quand même. Et du coup, j'étais un peu curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. De ton expérience, c'est quoi un petit peu les critères essentiels, tu vois, pour les marchands qui nous écoutent, quand on veut se lancer sur des nouveaux marchés? Ok. Tu le mentionnes parfaitement. Hein, y a plus de frontières, quelque part. Une frontière fine, c'est la seule frontière, et elle revient au goût du jour, je pense, c'est les droits de douane. Pour le coup. Et là, c'est dans notre actualité et on va se les prendre tous. Et là, ce sera, je pense, un défi des e-commerçants sur l'expansion internationale. C'est un levier de croissance qui est fort pour nos e-commerçants. On le voit dans leur maturité, dans leur évolution. Je parle de nos marchands, mais ceux qui utilisent la solution PrestaShop. Les clés du succès, c'est de ne pas croire parce qu'on a réussi à pénétrer un marché que les mêmes recettes vont s'appliquer sur un autre pays. C'est clair. Donc pour moi, il y a l'adaptation au contexte local. Ouais. On en revient toujours aux fondamentaux. Tu n'adresses pas le marché, nos voisins allemands. Ils n'ont pas les mêmes codes que les voisins, que nous-mêmes en France. Ou sur les retours, par exemple. Sur les retours, même sur le paiement et sur l'expédition aussi. Okay. En France, on est très friand des points de collecte. Ce qui est moins le cas ailleurs. Historiquement, l'Allemagne aime bien le cash on delivery, payer quand je reçois le produit. Intéressant. Donc, tu as des codes qui sont particuliers. Donc, si j'ai un conseil à donner aux e-commerçants, quand on étudie l'ouverture de son offre à d'autres pays, faire évoluer la solution pour s'adapter au code du pays, avec la bonne solution de paiement, avec les bonnes solutions logistiques, par exemple. Tu vois. Donc voilà, ça c'est, je pense, les principaux enjeux.
Et puis, bien sûr, il y a la localisation de son offre. Donc, il peut y avoir en plus des contraintes légales qu'il faut lever. Bien sûr que moi, je viens de Bordeaux, donc quand on vend du vin et qu'on veut vendre dans certains pays, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu vois, donc ne pas sous-estimer aussi le volet légal de cette expansion. Ouais. Et puis après, on a des accélérateurs. On en reparlera plus tard, mais l'intrusion de l'IA permet aussi de faciliter cette localisation et à la fois dans ces fiches produits et aussi dans le support. Ouais. Donc voilà. C'est un peu les messages que je voudrais passer sur cette partie internationalisation. Ouais, c'est ça. Il suffit pas de dupliquer son site, le traduire et let's go, quoi. Voilà, on a les fonctionnalités sur PrestaShop de multistore, mais c'est pas parce qu'on a activé le multistore que le sujet est terminé. Non. Ouais, bien sûr. Non. Alors, ce qui est bien effectivement avec notre solution, c'est qu'on va pouvoir aussi activer des solutions de paiement locales. D'accord. Des solutions logistiques locales. Il y a vraiment le contexte des habitudes des consommateurs. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Je pense que effectivement, c'est un sujet qui est quand même dans la tête de pas mal de marchands, à mon avis. Est-ce que tu as des exemples de marchands Presta qui ont connu une belle ouverture sur des nouveaux marchés? Alors, il y en a quelques-uns, effectivement. J'avais envie de parler. Lequel je pourrais parler? Parce qu'on en a quelques-uns. J'ai des sites de vin, forcément, avec un illustre, tu vois, avec un illustre joueur. Je pense à Éric Carrière qui a monté les caves Carrière, avec une spécialisation sur les Bourgognes et qui a une expansion sur l'international qui est assez réussie. D'accord. Pour le coup. En B2C, voire même aussi en B2B avec PrestaShop. Ça, c'est une belle référence que j'aime bien. Tu as une autre belle référence sur une production française. On va prendre des exemples français, pour le coup. Ouais. J'en aurai une autre en Espagne sur le vin avec des Cantalo, mais Magimix. Oui, ouais. Tu vois, Magimix... belle réussite en ligne en France, mais tu vas avoir la possibilité en Australie, par exemple, de commander... je vis pas longtemps, je crois, en plus. Voilà. et avec des solutions de paiement qui sont adaptées à chaque réalité territoriale. Okay. Voilà, 2 exemples comme ça que j'avais pas préparés. Oui, c'est tout te dire. Les joies du direct. Mais bon, voilà. Non, c'est des super exemples. Voilà, donc je pense que ceux qui nous écoutent pourront aussi aller regarder un petit peu en se baladant sur des sites dans d'autres marchés, comment justement ils ont pu adapter un petit peu leur parcours d'achat. Maintenant, troisième sujet, je pense à un sujet qui te tient à cœur. C'est pas le vin, désolé. Il n'y a pas que le vin dans la vie. Mais... Oui, c'est vrai. Mais t'as raison. C'est donc justement cette partie sur la maîtrise de la propriété du business en ligne. Donc ça, c'est un petit peu le fer de lance de PrestaShop. Vous avez donc encore une fois, tu vois, je mets en valeur le travail de tes équipes, sorti un livre blanc sur le Total Cost of Ownership, qui remet bien les choses à plat. Et en fait, ce que ça explique concrètement, donc tu vas nous expliquer dans le détail, mais voilà, de bien calculer aussi sur le long terme, en fait, quel est vraiment le coût de la propriété de son business en ligne. Donc, de ton côté, est-ce que, Jet, tu peux nous expliquer un petit peu quelle est votre vision des choses sur cette partie propriété de notre business? Alors, c'est un sujet qui, je pense, est de plus en plus d'actualité. Tu as 2 modèles pour moi. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Tu as un appartement ou une maison, tu la loues ou tu l'achètes. Et les 2 modèles sont bons, en fait. D'accord ? Mais la propriété est un bon modèle aussi. Et notre positionnement, il est clairement là-dessus. On a de la compétition sur les offres SaaS, bien entendu. Mais on a un certain nombre d'acteurs qui restent sur des modèles, qui peuvent avoir une solution SaaS, mais nous, de notre côté, on a sorti une solution PaaS, on a une solution open source. PaaS, pour ceux qui... Platform as a service, c'est-à-dire que
en fait, tu prends PrestaShop Enterprise, pour ne pas le citer, et nous, on va l'opérer. D'accord, ok. Mais tu restes propriétaire quand même de ton site e-commerce. Okay. Alors, pourquoi on croit fermement à ce modèle ? Parce que quand tu as des ambitions dans les commerces et que tes investissements vont s'adapter à tes challenges que tu vas relever. Hein. Au départ, c'est l'acquisition de trafic, tu vas prendre tes premiers paliers de développement, puis au fur et à mesure, tu vas essayer d'optimiser le trafic qui te coûte cher, on pourra en reparler, et ensuite, tu vas avoir des volontés d'expansion internationale. Donc, si tu as le contrôle de ta solution, tu vas pouvoir l'adapter au fur et à mesure de tes challenges. Donc nous, notre positionnement, il est fort. C'est cette liberté que l'on donne à nos marchands, en tout cas les utilisateurs de la solution PrestaShop, parce qu'ils ont à la fois le contrôle, la customisation telle qu'ils le veulent. On pourra revenir aussi sur les éléments de différenciation par rapport à une compétition qui est féroce. Le e-commerce a beaucoup d'acteurs, il faut arriver à personnaliser au contexte. Donc cette capacité à customiser, elle est importante. On en parlait aussi de customiser avec des solutions logistiques locales, etc. Ce modèle-là, il le permet de manière forte. Le deuxième sujet, c'est le contrôle sur ta donnée, sur la localisation de tes données. Ça, c'est hyper important, de plus en plus dans nos contextes. Donc voilà. Et puis ensuite, tu as le contrôle sur tes coûts. Tu adaptes ta voilure, on va dire tes coûts, à ta réalité économique. Et les sujets de rentabilité sur les e-commerçants, ils sont de plus en plus prégnants, en tout cas sur le moyen terme. Tu es parti dans une phase d'investissement, mais après, il faut que tu arrives à des seuils de rentabilité. L'autre modèle te permet d'aller vite, avec une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus faible. Normal, tu utilises les services en ligne. Et quand tu investis sur de la connexion, etc., sur ces solutions-là, tu es loqué avec l'éditeur. Hein, et donc, tu subis le prix de ta location. Ouais. Et 1 an et demi, on a un acteur qui augmente de 25% ses prix, ou 30%, entre 25 et 30%. Quand tu as investi 100 000 euros ou 50 000 euros de projet sur cette solution-là, tu ne peux pas les voir ailleurs. Tu subis le prix. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est philosophiquement, c'est deux systèmes qui sont différents. Les deux se valent, mais ils n'ont pas l'un. Peut-être que le e-commerce est une commodité. L'autre, c'est un élément stratégique. Et alors à ce moment-là, il faut considérer, la propriété, on va dire. Ouais, voilà. C'est intéressant cette analogie locataire-propriétaire. Bah oui. C'est vrai que souvent, quand même, on peut se dire, voilà, on a envie d'aller vite, mais il ne faut pas oublier que sur du long terme, c'est toujours plus rentable d'être propriétaire tout simplement de son site comme de sa maison, même si ça demande peut-être un investissement au départ qui est peut-être plus conséquent. Oui, puis je pense qu'on sous-estime des coûts cachés d'utilisation de Je pense à quoi par exemple alors sur la propriété, tu vas avoir des charges d'entretien. Alors nous on a donc que tu n'auras pas sur le modèle SaaS, et ça milite. Mais sur le SaaS, tu vas avoir une plus grande difficulté à personnaliser, une plus grande difficulté à intégrer avec ton système d'information dans le temps, et qui va te coûter plus cher que quand tu as des solutions où, dans le cadre de PrestaShop, sur chaque logiciel qui existe sur le marché, on a un module qui a été créé par nos partenaires. Ouais. Ça, et pour le contexte local français, pour le contexte local espagnol, on sait qu'en Espagne, on n'a pas tout à fait les mêmes solutions de paiement. On va avoir aussi même sur la CRM des logiciels qui sont différents, qui sont dans les usages. Voilà. Ouais. Ces coûts-là, tu les estimes pas au départ. Voilà. Et puis dans le SaaS, tu vas avoir des coûts cachés potentiellement liés à l'usage de fonctionnalités additionnelles. Tu es prisonnier, tu peux avoir aussi des coûts liés au paiement, etc. Voilà. Donc, quand on prend ces décisions, il y a la partie coût investissement initial, mais il y a aussi au long cours. Ouais. Et je conseille aux commerçants d'avoir cette évaluation holistique, en tout cas globale, des coûts.
Ok, hyper intéressant. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu, tu le mentionnais rapidement, du modèle Enterprise du coup de PrestaShop. Comment vous avez fait évoluer un petit peu justement cette offre initiale vers ce modèle Enterprise du coup, Platform as a Service? Alors, PrestaShop Enterprise. Alors, PrestaShop, en fait, Enterprise, c'est la conviction que notre modèle de propriété et le modèle open source qu'on a est le bon modèle pour des marchands qui grandissent, qui vont avoir besoin de s'adapter aux challenges qu'ils ont à faire face au fur et à mesure de leur aventure. Donc on conserve les fondamentaux, mais aussi on répond à un certain nombre de, entre guillemets, de pain, en tout cas de douleurs de nos marchands qui, dans notre écosystème PrestaShop, on a des marchands qui sont toujours sur des versions anciennes de PrestaShop. Donc PrestaShop Enterprise, c'est quoi? C'est l'éditeur, on va dire, ou le contributeur principal de la solution éponyme, qui est nous, qui opérons le logiciel, qui le mettons à jour, qui opérons tous les fixes de sécurité que l'on peut apporter au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc c'est l'assurance pour les marchands qui sont en train de scaler, d'avoir une solution à jour technologiquement et sûre, qui puisse aussi, bien sûr, monter en charge au fur et à mesure de leurs grands enjeux commerciaux. Donc c'est ça, ce shift où on prend un peu plus la main, et puis on le fait avec des partenaires privilégiés, des experts PrestaShop, nos top experts, avec des lignes techniques, des guidelines techniques qui sont beaucoup plus élevées. D'accord. Et puis, bien sûr, on apporte un certain nombre de fonctionnalités avancées, notamment sur la performance, donc avec des systèmes de cache plus forts. Donc, c'est là où, on va dire, toute l'expertise de la société PrestaShop sur sa solution prend forme au travers de Enterprise, qui est une solution, on va dire, pour des marchands de taille moyenne, on va dire au-dessus de 700 000 € de chiffre d'affaires annuel. Là, il faut commencer à regarder PrestaShop Enterprise. D'accord. Donc ouais, 700 000 € de CA par an, 1 million. Voilà. C'est une plateforme, effectivement, avec une souscription à l'infrastructure. Donc, on n'est pas sur un système locatif, mais qui a un coût puisqu'on opère la solution. D'accord. Après, on a d'autres solutions d'hébergement optimisé pour ceux qui sont aux portes de ces chiffres d'affaires-là et qui peuvent être un peu plus adaptés justement à leur réalité. À la fin, il faut que le coût de possession soit adapté à la réalité économique des marchands. Et puis, on a toujours notre classique édition qui est adoptée et qui est intégrée par nos partenaires aussi, largement intégrée. Ok. Et donc, voilà dans la gamme. Et ça a été lancé quand, du coup, ce modèle Alors, on y a travaillé l'année dernière. C'est vraiment une orientation stratégique où on élève en fait le niveau technique de la communauté et on l'a lancé en début d'année et on a nos premières réalisations en cours. En Espagne, alors c'est marrant, on a signé quasiment en même temps France, Espagne, Italie, nos territoires forts. Voilà. Et un point positif aussi, on s'aperçoit avec cette offre-là, on est un peu plus lisible auprès des grandes entreprises qui nous sollicitent notamment sur des enjeux B2B. On ne peut pas les citer là, on est en deal avec eux, mais on est intégré dans des appels d'offres désormais en face de gros acteurs, CMS, de grandes entreprises internationales, avec un portfolio de logiciels forts. On se retrouve en face d'eux et on est adopté donc sur ces problématiques B2B, tu vois. Intéressant. C'est intéressant en fait, ce shift-là. Et sur la partie B2B, parce que tu en parles, donc j'y pense comme ça. C'est quoi un petit peu le topo chez PrestaShop en termes de répartition chez vos clients? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marchands PrestaShop qui font du B2B. Écoute, c'est pas une part mineure déjà, parce que la solution elle s'adapte au contexte. On a en plus des agences expertes
qui adressent bien le sujet avec PrestaShop, qui ont développé cette expertise-là. Les enjeux sont un peu différents, mais effectivement, le B2B, maintenant, adopte les codes du B2C. Ouais. Donc, l'exigence d'expérience, et c'est pour ça qu'on est de plus en plus sollicité. J'ai pas de chiffre en tête de pourcentage, si tu veux, mais elle commence, c'est une part qui est pas majeure chez nous. On est principalement B2C. Mais c'est une part qui prend de plus en plus de place. Okay. Et puis, on constate l'adoption de PrestaShop chez les grands acteurs de la distribution. La GD utilise PrestaShop pour leur réappro. Voilà. Donc, et dans certains ministères, justement sur les logiques de réappro, voilà. On va utiliser PrestaShop. On a des contextes aussi où tu as des activités qui sont à la fois B2B, B2C, et tu vas avoir un PrestaShop qui va adresser, et ça c'est la richesse fonctionnelle de PrestaShop, à la fois des enjeux de tarif list pour le B2B, on a des listes de prix en fonction des clients, et puis les codes B2C. Ma première intégration quand j'étais en agence, d'un site PrestaShop, c'était, je pourrais le citer si tu me permets, mais c'était sur produits italiens. Tu avais le B2C qui était fait sur PrestaShop et le B2B fait aussi sur PrestaShop. Et pourquoi c'était intéressant pour eux ? Parce qu'ils avaient les mêmes connecteurs à leur système d'information, à leur ERP. Ok, ouais. Voilà. Ça simplifie quand même beaucoup les choses. Donc on parle d'omnicanalité, mais des fois, on a des clients qui sont B2B et B2C. PrestaShop s'adresse à leur contexte. Trop bien. Voilà. Écoute, un autre sujet qui, moi, personnellement, me tient pas mal à cœur, c'est l'explosion des coûts d'acquisition. Sur ces dernières années, je le mentionnais tout à l'heure, voilà, plus 70% sur les 5 dernières années. Il y a aussi, il y a quelques temps déjà maintenant, mais iOS 14 qui rend plus difficile le tracking, la fin des cookies tiers, les canaux, globalement, qui sont tous complètement saturés. Aussi liés au boom du e-commerce post-Covid, où il y a quand même des barrières d'entrée qui sont plus faibles, donc plus de concurrence, donc plus de coûts d'acquisition, des coûts d'acquisition qui augmentent aussi. Donc voilà, tous ces facteurs, c'est quand même assez problématique pour le business model des marchands. Et je me demandais, toi, de ton côté, si tu avais un petit peu des leviers qui permettraient aux marchands de réduire leur dépendance aux publicités payantes. Oui. C'est un beau sujet. Faudrait que tu invites sur ce sujet-là Pavel Vizor, qui est notre directeur marketing. On a monté une start-up là-dessus, justement, sur le constat que le coût d'acquisition montant, il est important de bien convertir des visiteurs qui rentrent dans ton magasin. En fait, tu payes des visiteurs, tu payes des gens à rentrer dans ton magasin. Et sur 300 visiteurs, tu vois, sur 200 visiteurs, tu en as peut-être 3 qui ont acheté. Mais les autres, tu les as payés. Donc, si tu en convertis un de plus, tu as 25%. Donc, il y a le levier conversion, bien entendu, qui permet d'optimiser effectivement le trafic que tu acquiers cher. Bien sûr qu'il y a le SEO. La partie SEO, contenu optimisé pour le référencement naturel, mais je pense que les marchands commence à être aguerri, où là, tu commences à avoir, et ce qui est intéressant, des solutions d'IA, on va trouver qui vont optimiser tes fiches produits aussi, et ça c'est important. Tu peux aussi faire des produits d'appel pour les e-commerçants, qui ont une forte résonance, que tu vas pas forcément vendre beaucoup, mais qui vont t'attirer du trafic, parce que tu as le dernier téléviseur, dernier cri technologie de je ne sais pas quelle marque. Et voilà, donc on a des tricks là-dessus. Bien sûr que ta dépendance, tu le fais aussi avec un programme de fidélisation, donc avec la newsletter, les campagnes emailing ciblées, ça c'est important. L'influence, marketing d'influence. Partenariat stratégique là-dessus, le développement de communauté et puis les avis. Les avis. Voilà.
Et puis, si je pouvais citer un e-commerçant qui, moi, m'a toujours impressionné sur ce sujet-là, c'est pas un e-commerçant PrestaShop. Historiquement, il était sur OS Commerce. Ok. C'est Maxi Coffee. Maxi Coffee, d'accord, ok. Sur très fort en payant, Ouais. mais très fort en acquisition via sa chaîne YouTube avec des baristas et du contenu. Du contenu à haute valeur. Ouais. Voilà. J'ai voulu acheter une machine à café ailleurs un jour, et puis je me suis retrouvé sur... Et je le sais, je connaissais bien le fondateur. Ok. Et je me suis retrouvé finalement à acheter une machine plus chère chez Maxi Coffee, parce que j'avais le bon conseil aussi sur cette vidéo-là. Ouais, ça t'a rassuré. Et donc, aussi, voilà, j'ai acquis. Voilà, donc ça, voilà un petit peu en résumé, SEO, fidélisation, influence et avis. Ouais, c'est clair. Ouais, effectivement, plutôt d'accord avec toi là-dessus pour le coup. Et justement, la fidélisation, parlons-en. Évidemment, avec ces coûts d'acquisition qui augmentent, donc tous les entrepreneurs qui nous écoutent, une métrique qu'on suit tous, c'est forcément le ratio LTV sur CAC. Donc le CAC augmente très fortement, donc il faut aussi améliorer très fortement sa LTV pour s'assurer qu'on a un business model qui tient la route, tout simplement. Un petit chiffre aussi, pour le coup, d'une étude de l'œil, figure-toi, c'est que à peu près 27% des consommateurs sont prêts en fait à rompre leur relation avec un marchand s'ils considèrent que leur fidélité n'est pas récompensée. D'accord. Ça, je trouve que c'est assez symptomatique quand même du fait que aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence. Tout le monde est très agressif en acquisition avec de la promo, etc. Donc, il faut aussi rentabiliser ses clients derrière si notre concurrent ne nous les a pas piqués entre-temps. Donc ça, c'est quand même un gros challenge pour les marchands. Pourtant, on voit qu'en France, on est un petit peu plus lent au démarrage. Donc nous, on a quand même... on observe quand même une grosse traction sur le sujet. Mais par rapport à d'autres marchés, on est quand même assez moins mature quand même sur ces sujets de rétention, de fidélisation. Est-ce que toi, tu as une idée de pourquoi c'est un petit peu plus lent en France, en tout cas? Je pourrais prendre le même exemple sur les machines à café, d'accord ? C'est sur les e-commerçants, que l'on connaît, qui utilisent PrestaShop. On obéit toujours au même code, en fait. Dans un premier temps, il faut exister. Donc, comment on améliore nos points, notre visibilité. Donc, ça peut passer à travers les marketplaces, à travers les réseaux sociaux, c'est l'acquisition. Mais on est vraiment... les phases initiales d'un e-commerçant, c'est la visibilité. Et donc, c'est nos premiers efforts, en fait. L'engagement, le réengagement de nos clients, c'est quand on commence à avoir une base importante. Et tes outils que tu vas acheter, pour travailler, il faut qu'ils aient une base client importante. Donc, je pense que c'est une recette qui s'applique à tous les territoires. Pourquoi la France est un peu de retard à l'allumage, à la limite, je sais pas, en fait. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu veux, dans tes enjeux, ça vient dans un second temps. D'accord ? Et les programmes de fidélisation, des abonnements, les systèmes d'abonnement, viennent une fois que tu as établi la relation. Je pense que ça, c'est une explication du fait qu'il y a c'est pas un retard à l'allumage, c'est que stratégiquement, tu le fais dans un second temps. Ouais, ça s'explique. Ok. Et est-ce que toi, tu vois un petit peu... Tu peux le challenger, mais ça, c'est ma vision de ce que j'observe. Mais non, ça a du sens. Je pense qu'effectivement, le e-commerce, c'est quelque chose qui s'est développé plus tardivement en France que sur d'autres marchés. Donc, les e-commerçants en sont pas encore à ce stade-là, même si, effectivement, en ce moment, on voit que c'est quand même un sujet d'actualité sur lequel tout le monde se penche pour améliorer son PNL. Est-ce que tu observes des stratégies de rétention qui peuvent être un petit peu innovantes ou différentes dans ce contexte-là, sur des sites PrestaShop ? Alors, ce qui va être intéressant, c'est des mix. En fait, pour entretenir le lien avec ta base client,
D'abord, c'est des extensions de gamme produits qui te permettent de réengager la conversation. Ouais. Et l'enjeu, il est clé, hein, parce que finalement, ton client à acquérir te coûte plus que ton client que tu réengages. Hein. Ouais. Et on est d'accord. 5 fois moins cher, je crois. Voilà. Et 5 au fois travers. Donc, tu as la stratégie de l'offre qui est assez intéressante, l'extension de l'offre. Tu as sur des parties produits, on avait sur ma start-up précédente, on avait regardé aussi la récurrence d'achat et estimé à quel intervalle s'opère le deuxième achat. Ouais. Et donc les stratégies qui sont intéressantes avec des partenaires qu'on a vus, qu'on a chez PrestaShop dans l'automation marketing, c'est effectivement des scénarios de prise de contact. Bien sûr, post-achat pour savoir comment ça s'est passé, mais c'est surtout de réengagement au bout de 6 mois parce qu'on sait on observe qu'au bout de 6 mois, je vais avoir une nouvelle collection quand je suis dans le retail. Je vais avoir probablement des produits d'entretien liés à l'appareillage que j'ai. Récemment, j'ai acheté une brosse à dents électrique. Voilà, il y a une récurrence sur les brosses, enfin les têtes de brosse. Tu vois. Donc c'est ça qu'on observe en fait sur nos marchands, quoi. Ouais, donc une stratégie vraiment par l'offre, par le produit en fait. Qui te permet de réengager la conversation avec voilà. Et bien sûr, il y a toujours une stratégie prix pour les clients fidèles, potentiellement. J'ai pas un exemple là qui me vient sur une marque précise, pour tout te dire. Ouais, on en a pas mal de notre côté, mais c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que tu disais, peut-être ça peut intéresser ceux qui écoutent. Je parlais, pour réduire le coût d'acquisition, il y a cette partie communauté, cette partie awareness avec de l'influence, cette partie réassurance avec les avis, les user-generated content aussi qui permettent en fait de diminuer finalement le CAC. Et du coup, nous, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire justement chez Loyally. C'est un peu combiner le meilleur des deux mondes. Où en fait, on va plugger Loyally à ton site de e-commerce et tu vas pouvoir tout simplement réengager tes clients en leur proposant d'aller déposer des avis contre des points de fidélité, mais aussi faire des stories, faire des posts, envoyer de l'UGC, s'abonner à tes réseaux sociaux pour améliorer la preuve sociale et le awareness tout en améliorant la rétention parce que les gens sont récompensés via le programme de feed pour ça. Donc voilà, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et ensuite, bien sûr. Bon, c'était l'instant pub là. Oui, quand même en fait. Non, mais c'est mais aussi des nouvelles stratégies. Le e-commerce, il faut qu'on partage ces bonnes pratiques. Puis c'est aussi un changement de paradigme finalement sur en fait comment on va passer d'une logique qui est vraiment transactionnelle, on va juste récompenser un peu plus ceux qui sont déjà clients, vers vraiment comment on capitalise à 100% sur eux pour justement aussi répondre à ces problématiques de coût d'acquisition. Et c'est pour ça qu'on a des sites e-commerce et qu'on passe pas uniquement par des marketplaces où on n'a pas, on va dire, le grip sur nos marchands. Si on veut un site e-commerce, c'est pouvoir aussi entretenir une relation, comme tu le dis, fort justement. Ouais, totalement. Donc il faut aller voir Loyally. Cet extrait sera coupé et diffusé. Mais non. Ok, donc coupé, je veux dire, pour que nous on puisse le réutiliser dans nos pubs. D'accord. T'auras Okay, Eric sur Instagram, allez sur Loyally. Mais oui. Maintenant, sujet, donc t'en as parlé rapidement tout à l'heure sur l'intelligence artificielle et puis aussi l'automatisation. C'est quand même compliqué de pas en parler sur le podcast. Tu expliquais que il y avait des solutions d'IA qui allaient améliorer globalement l'expérience client, la personnalisation pour améliorer la conversion. Donc ça, c'est ce que je crois que vous proposiez avec ta startup, si j'ai plus ou moins compris. Ouais, on faisait beaucoup de data en fait. Okay. On développe et on développait à l'époque, on va pas en parler, mais effectivement, en fonction des parcours des visiteurs, quelle est l'intention en fait. Donc on a beaucoup de choses à faire sur la partie IA. C'est tu parlais de parler de manière unique à tes clients. Si tu arrives aussi à rendre le parcours d'un visiteur unique, tu rentabilises ton trafic, on en a parlé, et que tu as
que tu achètes. De plus en plus cher. Voilà. Donc voilà. Sur l'IA, je pense qu'on est au début. Là, on a pris un sacré boost avec les dernières avancées. D'abord, il y a l'IA que nous, on applique chez PrestaShop, pour nos besoins internes, et on les rentre dans tous les étages, mais dans nos processus de développement aussi. Et ils sont pas forcément... on va pas forcément générer du code avec l'IA, mais par contre, nos outils sont équipés. De plus en plus, on s'en aperçoit, nos outils de support, nos outils de développement, nos outils collaboratifs de partage de documents, etc., sont hybridés de plus en plus avec l'IA. Donc l'enjeu pour tous, comme pour PrestaShop lui-même, est d'utiliser efficacement l'IA. Et donc l'enjeu de formation, pour moi, restera encore les hommes. Sont au cœur du, on va dire, du système et au cœur du dispositif. On a les premiers cas d'usage quand ChatGPT version 3 est sorti. Le premier cas d'usage, on l'avait une semaine après sur PrestaShop, en fait. Ouais, okay. Au travers d'une communauté qui est, que je salue, qui est vraiment très réactive. Ça, c'est la beauté de notre modèle. Ouais. Et sur 3 modules qui permettent d'optimiser tes fiches produits. Et c'est les premiers cas d'usage. Au SEO, pour justement acquérir du trafic gratuitement. Donc la première chose, quand on est commerçant, il faut hybrider sa solution avec un outil qui va permettre d'optimiser ses fiches produits. Voilà. Et on peut le faire on peut le faire en masse avec les bons modules sur sa solution. Bien sûr qu'il y a la partie support sur les premières interactions qui sont de plus en plus performantes. Ouais. Par exemple, notre aspect, je pense que dans les problématiques d'internationalisation, de plus en plus, l'IA est un accélérateur, pour le coup. Donc certes, il va falloir adapter son site e-commerce sur les solutions de paiement logistique, on en a déjà parlé, mais sur les fiches produits, comment on génère mon catalogue produit optimisé pour le pays, voilà, j'ai un accélérateur. Donc c'est un facteur d'agilité qui est extrêmement fort, mais je vais l'avoir aussi au travers des outils qui sont de plus en plus puissants. On parlait de l'engagement de notre base client. Les scénarios maintenant basés sur l'IA qui apprennent sur ta base, mais finalement marchand et tes pratiques d'achat. Là, nous, on avait développé une start-up où on développait nos modèles, mais maintenant, on les a disponibles dans des solutions de CRM, type Klaviyo, par exemple, qui vont avoir des scénarios adaptatifs au contexte de tes marchands, fort de ce qu'ils apprennent, de ce que l'outil apprend sur les pratiques d'achat sur ton site. Ça, c'est génial. Voilà. À réussir sur le web, avoir une interaction one-to-one que tu as dans le monde physique, tu reconnais la personne, c'est le Graal. Et bien l'IA, on est au début, mais on se rapproche. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec tout ça. C'est assez impressionnant et c'est vrai que nous aussi, de notre côté, c'est des sujets qu'on essaie de s'approprier pour encore plus personnaliser l'expérience client au global, la rendre encore plus cohérente, gagner en pertinence aussi. Oui. Parce que c'est vrai que dans le flux en fait, des messages qu'on reçoit, des sollicitations diverses et variées en tant que consommateur, on a l'impression un petit peu d'être un numéro. Donc ça, c'est, je pense, une vraie step à passer pour les marchands. Grâce à cette personnalisation, montrer à chaque client qu'on le reconnaît individuellement à ses justes valeurs pour améliorer sa satisfaction, tout simplement. Maintenant, si on prend un petit peu un pas de recul, je suis content, on a pu aborder quand même nos sujets. Côté PrestaShop, par rapport à ce contexte et ces enjeux qu'on vient d'évoquer, c'est quoi un petit peu la stratégie court, moyen, long terme de la société pour accompagner les marchands vers ces évolutions-là? Ok.
Alors, il t'a pas échappé que les grandes solutions stars de l'IA sont open source, basées sur des modèles open source. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, on partage ce modèle-là, déjà. Et nous, on l'a depuis, par définition, depuis le début, depuis 2008, 2007-2008. Donc voilà. Comment je vois l'évolution de PrestaShop? D'abord, on va réussir PrestaShop Enterprise et finalement, c'est un peu comme la stratégie, si tu veux, on attaque effectivement des marchands qui sont en train de scaler et on leur apporte un écosystème au travers de PrestaShop Enterprise où on a une qualité technique plus élevée, où on a des enjeux de scalabilité plus forts, où on a une opération plus forte, où on a des fonctionnalités avancées. Au fur et à mesure, on va redéployer ça sur l'ensemble, dans nos prochaines versions, sur l'ensemble de la communauté. Okay. D'accord ? Donc, cet enjeu de personnalisation, on la garde, elle est clé. Bien sûr qu'on va faire des incréments fonctionnels forts dans les années à venir sur le projet open source et au travers de nos solutions, et au travers de nos partenaires. Mais dans notre mission, et ça c'est le modèle open source, c'est créer les conditions de l'innovation. Et ça, chez PrestaShop, on a ça en tête depuis toujours, mais encore plus maintenant. Et donc c'est un socle qui permet l'innovation. Donc on intégrera de plus en plus de solutions qui vont permettre d'adapter l'expérience. On va continuer à favoriser l'agilité de nos marchands dans l'adaptation à leur contexte au travers des solutions et de nos partenaires. On va continuer donc à élever le niveau de jeu de notre socle technique, de nos fonctionnalités, et notamment sur la partie B2B. On a une forte adoption sur la partie B2B. On sait qu'on a encore un peu de travail sur des fonctionnalités standards qu'on a à côté, au travers d'un certain nombre de partenaires, mais qu'on va réintégrer aussi à un certain moment dans notre corps modèle, pour que l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure sur les produits italiens, elle puisse être facilitée sur un certain nombre d'acteurs qui sont sur la B2B. Donc on a beaucoup d'enjeux et qui vont se concrétiser à la fois dans notre roadmap logiciel, mais aussi à travers des partenariats stratégiques que l'on a. D'accord ? Voilà ce que je peux dire à l'heure actuelle. Ouais. Ça fait 1 heure d'entretien, je suis peut-être un peu sec en fait. Non. Tu vois, non, c'est très bien. Et après, je voulais te poser une question aussi, parce que tu l'as évoqué rapidement. Là, c'est plus aux dirigeants de société, à l'entrepreneur aussi. Tu vois, par rapport à... Vous avez quand même un environnement concurrentiel qui est assez féroce, assez intense. Toi, c'est quoi un peu ta stratégie dans cet environnement-là, tu vois, pour continuer de différencier PrestaShop? Comment tu te positionnes là-dessus? Ça m'intéresse. Alors, la compétition elle est féroce. Quand tu as un acteur qui est très très gros et qui veut écraser le marché, c'est féroce pour nous, c'est féroce pour tous les autres acteurs. Oui, bien sûr. La stratégie, on l'a évoqué, il y a plusieurs modèles en fait. Et rappeler à notre marché, à nos e-commerçants, qu'il y a une vie en dehors du SaaS. Et que quand on investit quelques centaines de milliers d'euros, il est de bonne loi de regarder si je maîtrise la solution, si je la contrôle ou pas. Donc on n'aura pas la puissance de communication des très très grands acteurs auxquels on pense. Néanmoins, la clarté de notre discours sur la vertu de notre modèle, l'agilité, l'ownership, la capacité à s'adapter à un contexte qui est très changeant, on le voit à l'heure actuelle. Tu vois, la géopolitique actuelle, elle est en train de bouleverser un petit peu tous les codes. De plus en plus, le contrôle, notre modèle, prend sens. On pose la question de faire décoller des F-35, tu vois, parce qu'on est sur un logiciel SaaS
qui est piloté ailleurs sur des intérêts étrangers. Ouais. Les e-commerçants, vous avez des intérêts stratégiques sur votre outil de vente en ligne. Considérez le modèle où vous êtes, on va dire, acteur et vous avez la pleine maîtrise de votre évolution et de votre outil, qui est stratégique. Ouais. Voilà. Donc, dans cette compétition féroce, réaffirmer notre modèle. Ouais. Voilà. Ouais, très clair. On peut faire une bataille sur les fonctionnalités, j'en ai plus que toi. Ouais. Faites le modèle. Les valeurs, le modèle. On a des valeurs open source qui sont sur le partage, mais on a un modèle qui est très puissant. Ok. Voilà. Très intéressant. Donc, non, mais je pense que tu vois, on en parlait de la concurrence, hein, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, je pense que ça, c'est un sujet qui est assez intéressant, en fait, de pas regarder, encore une fois. J'ai un peu cette image je crois que c'était Michael Phelps, tu vois, au JO de natation, qui regardait pas le concurrent, t'as le concurrent qui regarde à côté, fait voir ce que fait Michael Phelps, et en fait, on sait qui a gagné à la fin de l'histoire. Donc finalement, peut-être pour ceux qui se posent la question, revenir un peu sur sa vision des choses, ses fondamentaux, la clarifier pour la rendre encore plus parlante, et puis aussi mettre à disposition de manière concrète des solutions pour faciliter cette implémentation de cette vision-là, de manière un petit peu plus clé en main peut-être qu'auparavant. Ce serait ça si je devais retenir ton conseil. Ouais. Absolument. Et tu vois, moi-même, je suis commerçant finalement au sein de PrestaShop, Marketplace, etc. Mais je suis. Enfin, on a chez PrestaShop la boîte, la marque, la boîte chevillée au corps. Moi, ça me motive tous les matins parce que pour le coup, on a un écosystème, on peut l'évaluer, tu vois, c'est 250 000 marchands, 22 milliards de chiffre d'affaires, 1 million de personnes qui travaillent autour de cette techno, si tu veux. Ouais. Ça nous inspire, ça nous motive. Moi, je suis hyper heureux d'être au job, enfin, d'être à cette position-là maintenant parce que je suis tellement convaincu de la pertinence de notre modèle dans ce contexte-là encore plus, qui fait qu'on a, pour moi, un potentiel de développement et un potentiel de support à nos marchands qui est incroyable. Donc, voilà. Moi, j'ai cette conviction-là et j'espère l'avoir un peu transmise aujourd'hui grâce à toi. Cette passion-là du e-commerce, ces challenges, ce sport de haut niveau qui mérite du tuning de tous les jours. Voilà, nous, on est convaincus qu'on a la bonne solution et les marchands qui sont équipés de notre solution, ils en ont le plein contrôle, quoi. Hyper intéressant. Dernière question pour finir. Là, voilà, si je te demande, Eric, de sortir un petit peu ta boule de cristal, dans les prochaines années, à ton avis, ce serait quoi une des évolutions, d'après toi, les plus marquantes pour le e-commerce? Alors, c'est intéressant. Tu vois, enfin, on a vécu plusieurs périodes. Donc, c'est peut-être le privilège de l'âge, si tu veux, ou le désavantage de l'âge, mais si tu veux, le début, le ticket d'accès au e-commerce pour un marchand était un peu lourd. Techniquement, c'était compliqué, mais par contre, c'était la conquête de l'Ouest. Tu plantais les drapeaux et voilà. En bleu. Ça a shifté sur justement à bouger, on va dire, vers un accès au e-commerce beaucoup plus facilité, mais maintenant la compétition est devenue féroce. Donc il a fallu se réinventer et on est apparu de nouveaux acteurs, notamment sur les marketplaces, qui font que ça c'est cette période-là. Donc la multiplication, on va dire, des points de contact au travers des marketplaces, des réseaux sociaux, l'expérience d'achat à travers les réseaux sociaux. Le prochain, pour moi, grand move, c'est plutôt en point d'interrogation. La disruption qu'on vit à l'heure actuelle sur l'IA fait que je pense que l'expérience d'achat demain sera plus la même. Tu veux dire avec les moteurs de recherche, comme sur du Perplexity, même ChatGPT qui te recommande des... Tu vas avoir un assistant.
Ah ouais. Pareil, hier soir, on refaisait le monde avec des acteurs de la techno sur la qualité web et what's next. Bah, je pense que je sais pas si c'est le Web 4 ou c'est mais on va avoir un assistant d'achat. Tiens, je cherche tel produit. Peut me trouver la bonne référence. Peux-tu me sortir les 3 sites avec si je le veux à telle date et en fonction de la date quel prix, etc. Ouais, c'est fou. L'interaction. Donc j'imagine, si tu veux, un futur dans quelques années où justement ta capacité à gérer ton expérience multisystem et avoir un système qui gère tes commandes en ligne, etc., soit fort, mais le front lui-même, ouais, c'est ça en fait. il va être complètement... il va y avoir une première étape d'assistant qui va remplacer peut-être là où il y avait les marketplaces, il y aura l'assistant. À travers de ton chat GPT, de ton Mistral. ton outil Mistral, parlons français, tu vois, qui va faire que tu vas avoir un premier filtre. Voilà. Je le vois là, mais... Hyper intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah franchement, laisse-moi y réfléchir. Je suis assez d'accord sur la partie expérientielle. Je pense que en fait, il y a eu la multiplication de l'offre en fait là récemment. Quand même une demande qui est impactée par pas mal de choses aussi. Et en fait, pour faire la différence, je pense vraiment que c'est la partie personnalisation qui va faire la différence. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un prompt à écrire à quelqu'un qui peut visiter 10 sites web en même temps et te faire un benchmark nickel versus toi passer 5 heures à aller regarder sur tous les sites, changer d'avis, etc. Donc cette nouvelle expérience d'achat, je suis assez aligné avec toi là-dessus. C'est quand même une des conséquences de ce qu'on est en train de vivre aussi aujourd'hui. Donc là, tu as la révolution expérientielle. Et puis après, s'il y avait un autre sujet, c'est la logistique. Pour moi, dans un contexte, tu vois, qui va beaucoup bouger, on le voit bien, les droits de douane, et les e-commerçants vont avoir à relever ce challenge d'agilité logistique, d'agilité d'expédition. Ouais, très bons partenaires. Tu vois, belle start-up, scale-up peut-être en France, tu vois, les Toulousains de Shippingbo par exemple. Ouais. Mais PrestaShop fait partie d'un groupe où la logistique, l'expédition est au cœur. Et tu vois, avec le soutien de Fortidia et MBI, nous, on travaille sur cette expérience logistique pour le mettre à disposition à la fois sur des centres physiques, c'est-à-dire que le marchand il peut aller dans un centre physique, et de l'expertise d'adresser le meilleur logisticien pour ton expédition en fonction de un envoi international, y a-t-il des droits de douane ou pas, la typologie du produit. Donc cet enjeu-là, il est important. On a Amazon qui a mis un standard d'expérience justement sur cet aspect-là qui est très fort. Mais les bouleversements géopolitiques font que peut-être que ça va rechanger la donne. Et donc, l'agilité logistique sera de mise. Et là encore, je crois qu'on est bien armé. Chez PrestaShop, tu vois. Ouais. Non, intéressant, ouais. Et tu vois, pendant qu'on discute, cette conversation est assez intéressante sur... on a beaucoup parlé de l'IA, du génératif, etc. Donc, je pense que un potentielle évolution aussi, c'est peut-être une bipolarisation entre d'un côté une approche, donc on le voit aujourd'hui avec des créateurs UGC, donc tu vois des avatars, tu leur donnes ton produit, tiens qu'est-ce que tu dois dire, franchement c'est quand même assez fou de pouvoir faire ça, mais du coup moi personnellement quand je vois des vidéos sur Instagram ou autre, je suis mais attends c'est quasiment sûr que c'est une IA le truc, et donc soit on va avoir effectivement peut-être une grosse masse qui entre guillemets se fait avoir, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas que ça ne gêne pas, et qui va peut-être du coup acheter par cet intermédiaire-là, donc faire des recherches sur ChatGPT versus Google,
dès qu'il voit une pub avec même si c'est un avatar, bon, il prêterait pas trop attention. Et d'un autre côté, peut-être tu vois, un autre camp où là, au contraire, ça va être un petit peu un retour en arrière, ou en tout cas un back to basics. On va vouloir mettre en avant des valeurs un petit peu plus terre à terre, des valeurs d'authenticité. C'est peut-être aussi une des évolutions, je me dis, qui pourrait arriver. Très juste. Enfin, je partage ton commentaire. Sujet aussi sur la confiance. Ouais, la confiance. Il va un peu dans la ligne de ce que tu derrière, dis. Voilà. Ouais. Bon, écoute, on en reparle dans 5-6 ans. On peut se voir avant. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Mais je t'en prie, c'était super. Merci beaucoup, Eric.